On a promis aux investisseurs qu'il y aurait beaucoup d'argent après la réouverture de la Chine à la suite du zéro Covid. Mais la situation est bien pire que ce que vous pouvez imaginer. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Il y a quelque chose de pourri dans l'état de la Chine. Je sais que je dois être un peu plus précis. Je parle de l'économie pourrie de la Chine. Et le boom de sa réouverture n'est qu'une mascarade. Pendant des années, on nous a dit que la Chine était l'endroit où il fallait investir. BlackRock a déclaré que les investisseurs devraient tripler leurs actifs en Chine. Ce qui est logique. Si vous voulez parier sur les courses de chevaux, vous devriez miser sur le cheval qui semble le plus rapide. Même si ce cheval est responsable de violations massives des droits de l'homme et d'une pandémie qui a entraîné l'arrêt de l'économie mondiale des courses hippiques. Comment as-tu pu, si biscuite? Même ceux qui ne voulaient pas investir en Chine ont probablement investi en Chine. Après tout, de nombreux fonds de pension américains investissent en Chine. Il en va de même pour la plupart des fonds des marchés émergents. Mais ensuite, le zéro Covid s'est produit. La Chine est entrée dans une période de blocage de plusieurs années. L'économie s'est pratiquement arrêtée. Bien sûr, cela n'a pas arrêté BlackRock. Cet article date du milieu du zéro Covid. L'idée était que tôt ou tard, la Chine devait rouvrir ses portes. Et quand ce serait le cas, l'économie décollerait comme une fusée. C'est comme si on disait aux gens d'investir dans des pantalons parachutes, parce qu'ils vont sûrement faire un retour en force d'un jour à l'autre. Morgan Stanley a donné d'excellents conseils pour savoir où investir lorsque la Chine est sortie du zéro Covid. Goldman Sachs a déclaré que la réouverture de la Chine allait stimuler l'ensemble de l'économie mondiale. Le Télégraphe a déclaré que la Chine pourrait être le meilleur pari des investisseurs en 2023. Et ils avaient raison. Après la réouverture, l'économie chinoise a effectivement décollé comme une fusée. Sauf qu'elle a plutôt ressemblé à ces premières fusées dans lesquelles des singes étaient attachés et qui ont explosé après le décollage. Parce que les chiffres sont là et que la situation n'est pas brillante. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Cela fait plusieurs mois que la Chine a rouvert ses portes après le zéro Covid. S'agit-il du grand boom économique que beaucoup prédisaient? Eh bien, j'entends clairement le bruit d'un boom. De son implosion. Certains économistes prévoyaient que le PIB de la Chine augmenterait de plus de 5%. C'est encore plus optimiste que les chiffres officiels de la Chine. Et ces chiffres officiels sont eux-mêmes fabriqués par l'homme et ne sont pas fiables. Mais cette croissance du PIB ne se matérialise pas. Les consommateurs chinois ne sont pas revenus en masse et n'ont pas dépensé sans compter, comme on s'y attendait. Sur la base des tendances historiques des revenus des entreprises, pour que le PIB de la Chine augmente de 5%, les revenus devraient croître à un rythme supérieur à 8%. Au lieu de cela, elles augmentent de 1,5%. 20 des 28 principaux secteurs économiques de la Chine progressent moins vite que les objectifs officiels du PIB. Ils croissent même moins vite qu'un lys géant de l'Himalaya. Quoi? Vous pensez que je ne fais que des références aux jeux vidéo? Celle-ci s'adresse à tous les botanistes. L'un des problèmes est que le taux de chômage des jeunes en Chine est très élevé. Un jeune sur 5 ne trouve pas d'emploi. Les importations ont également baissé de 8% en avril. Le crédit et les prêts sont en chute libre, et certains économistes commencent à craindre que la reprise qu'ils avaient prédite ne soit pas au rendez-vous. Et je commence à craindre qu'il soit beaucoup trop facile de devenir économiste. Ils vous disent d'investir en Chine, c'est comme si un médecin disait à une personne âgée souffrant d'ostéoporose de faire plus du monocycle. Il n'y a aucune chance qu'il s'écrase et brûle, n'est-ce pas? Alors pourquoi tant d'investisseurs et d'économistes se sont-ils trompés? Le problème est que l'économie chinoise est fondamentalement défaillante. Les problèmes systémiques qui s'accumulent depuis des années se concrétisent enfin. L'économie communiste chinoise, gérée par l'État, a été entièrement dépendante des mesures de relance et de l'endettement du gouvernement. La plupart de ces fonds et de ces dettes ont été investis dans le secteur immobilier, qui représente environ 30% du PIB de la Chine. En Chine, les collectivités locales ne peuvent pas prélever d'impôts, ils gagnent donc de l'argent grâce à l'immobilier. Mais l'année dernière, le total des recettes officielles provenant des ventes de terrain a chuté de plus de 23%, soit une perte d'environ 288 milliards de dollars. Au Monopoly, c'est le moment où l'on retourne le plateau de jeu et où l'on traite sa mère de tricheuse. Depuis longtemps, les collectivités locales s'endettent de plus en plus. Et la situation est en train de s'aggraver.
Pour en savoir plus, consultez mon récent épisode intitulé « Le trou noir de la dette chinoise ». Le lien se trouve ci-dessous. En résumé, la situation est la suivante. Les collectivités locales chinoises sont à court d'argent. Elles ne peuvent même pas payer les travailleurs à temps. Cette situation nuit au secteur industriel et commercial. Et avec le fait que la Chine manque de main-d'œuvre, puisque les gens ne font pas d'enfants, l'idée que Wall Street ait essayé de nous vendre une énorme reprise post-Covid est insensée. C'est comme si un médecin disait à une personne âgée souffrant d'ostéoporose qui vient de tomber d'un monocycle qu'elle se rétablira très vite dès que son crâne fracturé cessera de couler. Pendant ce temps, le taux d'endettement de la Chine est 3 fois supérieur à son PIB. Pour situer le contexte, à la mi-2022, le fardeau de la dette relative de la Chine était 40% plus élevé que celui de l'Amérique. En tant qu'Américain, je me sens beaucoup mieux face à la crise de la dette. C'est comme si un homme de 180 kg regardait ma vie de 270 kg et se disait « je m'en sors très bien ». Et l'économie américaine est bien plus robuste que celle de la Chine. BlackRock nous dit que l'abandon de la politique zéro Covid et l'adoption d'un ton plus favorable aux entreprises ont marqué le début d'une nouvelle ère favorable à la croissance pour le gouvernement chinois. Sauf que la Chine vient d'étendre sa loi sur le contre-espionnage. Et les nouvelles règles ne sont décidément pas favorables aux entreprises. Les dirigeants étrangers affirment que l'élargissement du champ d'application et des pouvoirs de la législation menace de transformer les interactions quotidiennes en infractions à la sécurité nationale. Par ailleurs, la Chine vient de condamner un citoyen américain âgé à la prison à vie pour espionnage, sans autre précision. Cela semble raisonnable. Je veux dire, si la Chine affirme qu'une personne âgée a décidé de se lancer dans l'espionnage international comme passe-temps après la retraite, je ne vois pas de raison de remettre cela en question. Sauf pour demander « Comment puis-je aussi devenir l'agent 070 ?» Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le Parti communiste chinois détient des cadres étrangers et effectue des descentes et des inspections surprises dans les entreprises étrangères. Est-ce moi ou est-ce que ce que nous devons faire est évident? Nous devons quadrupler nos investissements en Chine. Si nous pouvons injecter plus d'argent dans le vaste réseau de dettes chinoises, nous pourrons le maintenir à flot et gagner beaucoup d'argent par la même occasion. Ou nous pourrions simplement investir dans des pantalons parachutes. Sérieusement, cela va faire un retour en force d'un jour à l'autre. Et cette émission n'existerait pas sans le soutien de téléspectateurs comme vous. YouTube démonétise, supprime et désabonne secrètement les utilisateurs de cette chaîne. Rejoignez ce que j'appelle l'armée de 50 centimes de Chine non censurée en contribuant à l'émission sur Patreon. Vous bénéficierez d'un tas d'avantages intéressants, dont la possibilité de me poser des questions auxquelles je répondrai dans l'émission. La question d'aujourd'hui nous vient de « Ma Dry Bread ». Et les gars, je sais que vous aimez diffuser des jeux en streaming sur YouTube sur Joueurs Invaincus. Avez-vous l'intention d'essayer de streamer sur Twitch, ou préférez-vous vous en tenir à YouTube? Excellente question. Si vous ne le savez pas, j'ai créé une nouvelle chaîne de jeux appelée Joueurs Invaincus. Si j'ai fait ça, c'est parce qu'il est très difficile de parler de sujets politiques sur YouTube sans être démonétisé, limité par l'âge ou censuré d'une manière ou d'une autre. J'espère donc pouvoir faire passer des commentaires politiques sous le radar de YouTube en le faisant dans des jeux vidéo. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, allez voir Joueurs Invaincus. Je mettrai un lien dans le commentaire épinglé ci-dessous. Le dernier épisode porte sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Mais je n'ai jamais pensé à Twitch. Je n'en sais vraiment pas grand-chose. Je vais donc ouvrir cette possibilité à tout le monde. Aimeriez-vous nous regarder sur Twitch? Et si oui, avez-vous des conseils pour tirer le meilleur parti de Twitch? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci pour cette suggestion, Ma Dry Bread, et merci comme toujours pour votre soutien. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.